Comment Mobutu est devenu roi du Zaïre? Mobutu Sese Seko, léopard de Kinshasa, aigle de Kawele, papa maréchal, roi du Zaïre, le citoyen président fondateur. Il est clair que Mobutu avait beaucoup de surnoms. Mais quoi d'autre? Qui était-il? Ou encore, qu'a-t-il fait pour qu'on le baptise autant de noms et qu'il soit connu comme le dictateur du Zaïre? Les réponses se trouvent dans cette vidéo. Prêt à voyager dans le temps? Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. C'est parti! En date du 14 octobre 1930, Mobutu Sese Seko Kuku Bandou Wazabanga, second président du Zaïre, voit le jour à Lissala, au Congo belge. Mais à sa naissance, ses parents Albéric Giabemani et Marie-Madeleine Niemo l'appellent Joseph Désiré Mobutu. Orphelin de père, à l'âge de 8 ans, il est élevé par son grand-père ainsi que son oncle. La femme du juge belge l'apprend à parler, lire et écrire le français. Et plus tard, sa mère l'envoie continuer ses études dans une école catholique où il domine les sports scolaires, excelle les matières académiques et dirige le journal de la classe. En 1949, Mobutu se permet une escapade non autorisée à Léopoldville. Au lieu de renvoi en prison, les religieux l'envoient dans la force publique où il servira pendant 7 ans. Après une formation, il devient secrétaire comptable et après sa sortie de l'école, en 1953, il est affecté à l'état-major de Léopoldville et on le confie par la suite la rédaction du journal de l'armée. En 1955, Mobutu se marie à l'âge de 16 ans avec une jeune fille de 14 ans. Marie-Antoinette Giabatene Giabatibua, qui meurt d'une insuffisance cardiaque à 36 ans, et ont ensemble 9 enfants, mais 4 d'entre eux sont décédés. Niwa Konga Kongulu en septembre 1998 et Manda le 27 novembre 2004. 3 ans après la mort de sa première épouse, Mobutu épouse sa maîtresse Bobby Ladawa la veille de la visite du pape Jean-Paul II, officialisant ainsi sa relation devant tout le monde, dans l'église, et ont ensemble 4 enfants. Mobutu ne s'en tiendra pas seulement à 2 femmes. Il a eu en général à peu près 21 enfants, donc 9 issus du premier mariage, 4 du second mariage, 3 de sa maîtresse et jumelles de sa seconde épouse, 3 avec une dénommée Mama 41, un avec Bangula et un autre avec une inconnue de Brazzaville. Cependant, Mobutu ne s'est marié que 2 fois. Mobutu devient journaliste pour le journal L'Avenir, tout juste après ses 7 ans dans l'armée où il sort sous-officier, et son travail dans le journal est supervisé par le journaliste Antoine Roger Bolamba, qui se trouve être son mentor et grâce à qui il fait la connaissance de Patrice Lumumba. Mobutu est invité à participer dans un congrès de presse à Bruxelles. C'est son premier voyage en Europe, et il y reste pour un certain temps afin de suivre une formation. Il se met à la disposition des Belges lorsque les représentants congolais sont en pleine négociation pour l'indépendance du Congo, et qu'ils arrivent à Bruxelles pour la tenue d'une table ronde. À ce moment-là, Mobutu fait partie de la délégation lumumbiste avec Antoine Kiyewa. Il a su bien attirer l'attention qu'à la fin l'ambassadeur des États-Unis et les autres commentaient sur lui en disant qu'il est intelligent, très jeune, mais avec de grands potentiels. En juillet 1960, Patrice Lumumba fait de Mobutu secrétaire d'État de son gouvernement indépendant. Et comme dans ce gouvernement, il est le seul à avoir une expérience militaire, il profite de la mésentente qui règne entre les différents hommes politiques et passe très rapidement dans un niveau supérieur de la hiérarchie militaire. Peu de temps après, cette année même, étant gradé chef d'état-major et avec l'appui de l'ambassadeur de Belgique, Mobutu arrête et assigne à résidence Patrice Lumumba, un dirigeant nationaliste, détesté par les Belges et très aimé par le peuple congolais. Pour les Belges, cette arrestation fait de Mobutu un partenaire
et c'est ainsi qu'il obtient leur soutien. Mobutu se sentant puissant et soutenu par les Belges, il met alors en place un gouvernement temporaire, le Collège des commissaires généraux. L'arrestation et l'assignation à résidence de Lumumba ne suffisent pas pour Mobutu. Pour avoir aussi le soutien des Américains, il accuse Lumumba de sympathie pro-communiste devant les caméras. Après cela, Lumumba essaie de s'enfuir à Stanleyville, mais il est très vite rattrapé en chemin par les soldats. Mis en prison par Mobutu, il n'a droit qu'à une banane. Lumumba est ensuite envoyé au Katanga, où il sera assassiné. Après l'assassinat de leurs dirigeants, des rebelles partisans de Lumumba se révoltent et partent en guerre contre Mobutu, sous la direction de Pierre Moulélé. La bataille est une réussite. Les rebelles s'accaparent sans tarder 2/3 du Congo. Mais avec le soutien des Américains, Mobutu finit par reconquérir l'ensemble du territoire congolais. Mobutu est conscient que sans le soutien des Américains, cette victoire n'aurait pas vu le jour et avec habileté, il la met à profit dans son pays, se parant de la vertu de pacificateur, d'unificateur du territoire. Tout puissant, le pouvoir de Mobutu est posé par lui-même sur 2 piliers. Le contexte de la guerre froide à l'extérieur, la stabilité à l'intérieur. Et pour affermir davantage son pouvoir, Mobutu contrôle le pouvoir politique par la répression d'une partie du peuple du Congo. Il introduit ainsi, petit à petit, sa dictature. En ayant le pouvoir politique sous son contrôle, Mobutu réorganise l'armée. Au cours de cette période, le Congo fait face à une série de conflits qui font des centaines de milliers de morts. Le président Joseph Kasavubu est par la suite démis de ses fonctions, mais le choix de son successeur crée une situation d'instabilité entre le président Kasavubu et le gouvernement de Tshombe. En effet, Kasavubu veut comme successeur Kimba, mais ce dernier n'a pas la confiance du Parlement, même celui de Tshombe. Ainsi, la mésentente et la crise politique s'installent. Mobutu mène alors un coup d'État par la neutralisation des 2 rivaux, Kasavubu et Tshombe, en les plaçant dans une résidence surveillée pour qu'ils aient le temps de se mettre d'accord, mettre fin à leurs différends et ainsi mieux servir l'intérêt supérieur du Congo. Selon Mobutu, il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais plutôt d'une simple révolution pacifique pour rétablir l'ordre. Il trouve qu'il manque de discipline chez les hommes politiques de son pays. Il a le devoir de mettre fin à cette crise politique aiguë entre le président Kasavubu et le gouvernement de Tshombe. C'est la raison pour laquelle son coup d'État qui ramène la stabilité dans le pays est facilement approuvé par tous, notamment Kasavubu, Tshombe, les syndicats CSLC, UTC et FGTK, de même que les organisations estudiantines UGEC et AGL, les Congolais et les étrangers. Tous ont applaudi le coup d'État orchestré par Mobutu, mais à l'exception de la Chine et l'URSS. Ainsi, Mobutu devient président du Congo. Mobutu, puissant et célèbre, reçoit de multiples surnoms. Léopard de Kinshasa, Aigle de Kawele, Papa Maréchal, et le plus connu d'entre tous, Roi du Zaïre, et bien d'autres surnoms. Comme il est un ancien soldat de la force publique et qu'il est colonisé, Mobutu a tout pour plaire à l'administration belge. Il sait les séduire et il l'a bien prouvé par l'arrestation de Lumumba. Cependant, il sait qu'il n'a pas le soutien du peuple congolais. Et pour l'avoir, il fait de Lumumba le héros national, le premier martyr de l'indépendance économique. Et c'est en son nom que toutes les puissantes entreprises minières belges sont nationalisées en 1966. Pour les Américains, le fait d'avoir Mobutu dans leur camp fait du Congo leur cheval de Troie contre la montée communiste en Afrique et particulièrement en Afrique australe. En 1969, une sévère oppression de Mobutu débute par l'écrasement d'une révolte estudiantine en faisant jeter les cadavres des étudiants dans des fosses communes et en condamnant à mort 12 étudiants. Mobutu ferme ensuite l'université pour une année et envoie les 2000 étudiants dans l'armée où, selon la télévision nationale, on les apprend à obéir et à fermer leur gueule.
Mobutu se met entre 1966 et 1971 à rebaptiser nombreux lieux. L'année des 3 Z, il change le nom du pays, du fleuve et la monnaie sous le nom de Zaïre. Ce n'est plus le Congo belge, mais la République du Zaïre. Parmi les importants changements, il y a Léopoldville qui devint Kinshasa, Stanleyville devient Kisangani, Elisabethville devient Lubumbashi, Jadotville devient Likasi, Albertville devient Kalemi, Luluabourg devient Kananga. Durant cette période même, Mobutu oblige tous les Zaïrois de porter des costumes traditionnels, l'Abacoste ou Aba le costume, et les oblige également de choisir un nom d'origine africaine et locale, et leur a servi d'exemple en devenant lui-même Mobutu Sese Seko Kuku Bandu Wazabanga, c'est-à-dire Mobutu le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Les Zaïrois sont quant à elles invités à se draper dans un pagne. Le citoyen président fondateur n'apparaît en public que coiffé d'une toque de léopard et appuyé sur une lourde canne de bois sculptée à 2 têtes d'oiseaux, symbole traditionnel d'autorité. Quant à l'éducation, il impose l'apprentissage du lingala dans les écoles. En 1982, Mobutu devient le maréchal-président de son régime autoritaire qu'il instaure à part unique, le mouvement populaire de la Révolution. Le souhait qu'il a parmi tant d'autres en l'instaurant est celui d'un pays qui retrouve sa culture profonde, et c'est à partir de là qu'il introduit sa volonté de la décolonisation culturelle au Congo. Durant les premières années, le régime de Mobutu est très admiré par les Occidentaux. La personnalité affable du maréchal-président et les ressources naturelles du pays aidant un peu. Le Zaïre est alors considéré comme un exemple pour toute l'Afrique. Les investisseurs étrangers se précipitent sur les ressources naturelles dont le Zaïre est richement pourvu. L'État zaïrois lance alors une politique de grands travaux, les éléphants blancs, qui donneront lieu à une importante corruption des élites politiques et administratives. Petit à petit, les méthodes du régime et le non-respect des droits de l'homme le déconsidèrent aux yeux des démocraties. Ayant basé le développement du Zaïre sur le modèle d'une économie rentière, Mobutu ne peut qu'en constater les inconvénients lorsque se produit une subite chute des cours du cuivre. Les finances publiques étant d'un coup exsangues, Mobutu lance le Zaïre dans une suicidaire politique de zarianisation de l'économie. Cette nationalisation brutale de l'économie voit les chefs d'entreprises étrangers remettre leurs clés à des membres de l'armée zaïroise venus faire appliquer le décret de zarianisation. Les entreprises deviennent ainsi pour un régime à bout de souffle un bon moyen d'acheter des fidélités. De nombreux bénéficiaires de la zarianisation, tous proches du régime, prennent ces entreprises pour leur propriété personnelle sans se préoccuper de leur gestion. La corruption est ainsi de plus en plus endémique, dégradant la situation économique et sociale de l'écrasante majorité des Zaïrois de façon dramatique. Comme le communisme progresse et que Mobutu se trouve être le pion des Américains, en 1975, il envoie ses troupes pour aider le FLNA dans une guerre contre la guérilla du MPLA qui détient Luanda, la capitale d'Angola. Pour porter secours à Neto, 20 000 soldats cubains arrivent et renversent les troupes de Mobutu. Suite à cela, tout bascule et le Zaïre est officiellement mêlé dans la guerre froide du fait que ses troupes militaires aident les rebelles angolais, les Américains et le régime de l'apartheid à combattre les communistes. En 1977, à Kolwezi, Neto lance ses fameux gendarmes katangais dans le seul but de déstabiliser Mobutu. Et c'est justement lors de cette opération que la fragilité des troupes de Mobutu est mise aux yeux de tout le monde. À part la garde présidentielle bien entraînée par des officiers belges, les autres, 45 000 hommes ou plus, sont absolument indisciplinés, sous-équipés, mal payés et fuient les combats. Ainsi, Mobutu se met à tracer lui-même les plans de bataille sans prendre en considération les conseils de ses officiers plus qualifiés. Les populations katangaises soutiennent les gendarmes pour des raisons ethniques et de lassitude de la dictature,
et n'hésite pas à collaborer contre les troupes de Mobutu. Ce sont les interventions françaises, belges, marocaines, togolaises et ivoiriennes qui sauveront Mobutu et repousseront les gendarmes. Son gouvernement par le vol n'a opéré dans le calme et dans le dos de la nation. Des conséquences se présentent, coup par coup, petit à petit, rapidement. Ce n'est qu'en 1986 que les premiers signes alarmants se manifestent par une grave crise économique qui secoue le Zaïre entier et accentue d'abord une crise politique et ensuite une révolte latente, entre un peuple qui a besoin de nourriture et un chef multimilliardaire mégalomane qui s'est servi de la corruption comme mode de gouverner. Mobutu ne peut arrêter l'inévitable. Un fossé est donc creusé entre ceux à qui Mobutu donnait des faveurs et ceux qui étaient victimes de sa gouvernance, sa dictature, le peuple zaïrois. Mais c'est l'inattendue fin de la guerre froide, avec la chute du mur de Berlin, qui va achever le régime mobutiste. Privé de ses généreux soutiens extérieurs, qui le soutenaient comme rempart au communisme, depuis son avènement au pouvoir, Mobutu se retrouve en quelque sorte isolé face à son opposition intérieure. En 1989, Mobutu publie son livre intitulé « Dignité pour l'Afrique », qui est un livre d'entretien dans le cadre d'une fort onéreuse campagne de communication. Fin de la dictature mobutiste. Depuis son accession au pouvoir, sa dictature ne fait qu'empirer, entraînant des guerres civiles, accusé par ses détracteurs d'être le responsable de la faillite économique du pays. Le maréchal président est de plus en plus contesté. Dans de nombreux pays d'Afrique centrale, le mécontentement populaire ne fait que grandir. Et c'est le cas dans la République du Zaïre, et pour s'en libérer, Mobutu autorise en avril 1990 le multipartisme, grâce auquel l'opposition se servira pour le pousser à quitter ses fonctions. Et pour cela, une conférence nationale durant laquelle toutes les dérives flagrantes du système mobutiste sont dénoncées est organisée et devient ainsi un tribunal populaire contre Mobutu. Ses pouvoirs régaliens sont réduits après 1990. Le Haut Conseil de la République, chargé de conduire le pays vers la démocratie, l'oblige à une cohabitation avec un Premier ministre issu de l'opposition. Contrairement aux interventions mobutistes en cas d'opposition, lorsque Étienne Tshisekedi et d'autres opposants politiques interviennent sans recours à la répression contre leurs auteurs, cela marque un nouveau début, un tournant essentiel pour le Zaïre. Ainsi, les Zaïrois considèrent que le craint roi du Zaïre n'a plus le pouvoir de les opprimer pour garantir son pouvoir. En 1994, même si Mobutu partage le pouvoir avec le président du Parlement, cela n'empêche pas le pays de foncer plus profondément dans la crise. Et avec l'arrivée de réfugiés du Rwanda, en fuite tout d'abord de la répression du génocide, et ensuite en fuite en 1996 de la progression de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, ça ne fait qu'aggraver la crise. La libération du Congo est faite de bras armés congolais, du Front patriotique rwandais et de l'Ouganda et sont amenés par Laurent-Désiré Kabila, père de l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila. C'est en mai 1997 qu'ils entrent à Kinshasa et qu'ils entraînent la chute définitive du pouvoir de Mobutu et le contraint à fuir, malgré une dernière tentative de négociation pour le partage du pouvoir parrainée par Nelson Mandela sur le navire Utenika. Ainsi, Mobutu signe le 19 mai 1997 une fin de règne sans honneur et puis quitte sa capitale en fin de semaine en prétextant qu'il se tient à l'écart des affaires de l'État. Dès son départ, sa famille et ses proches, y compris son Premier ministre, eux aussi doivent quitter le Zaïre, rebaptisé Congo, par le nouveau président, Laurent-Désiré Kabila. 4 mois après son renversement, Mobutu Sese Seko décède le 7 septembre 1997 suite à un cancer de la prostate. Que saviez-vous sur Mobutu avant de regarder cette vidéo?
Quelle leçon avez-vous tiré du parcours politique de Mobutu dans cette vidéo? Faites-nous en part dans les commentaires. À très bientôt!